Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire mystérieuse et glaçante d'une jeune femme nommée Karina Holmer, dont le corps a été retrouvé dans un sac poubelle. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Un matin, un sans-abri fouille les détritus comme à son habitude. Sa main tâtonnant à l'intérieur de la poubelle entre en contact avec quelque chose d'inhabituel. Avec appréhension, il plonge davantage pour extraire son mystérieux trésor. Ce qu'il découvre est terrifiant. Un morceau de corps humain, le haut d'une femme. Cette femme, c'est Karina Holmer. Vous vous souvenez de notre jeunesse, surtout au début de la vingtaine, où l'envie de découvrir le monde était palpable, surtout pour ceux d'entre nous qui avons grandi dans un pays en voie de développement. On avait l'impression de ne pas encore avoir exploré pleinement le monde. Et voyager à l'extérieur, voyager à l'étranger était une aventure extraordinaire. Karina, quant à elle, n'a pas grandi dans un pays sous-développé, mais en Suède dans un petit village. Karina Holmer est née en Suède le 23 juin 1975. Elle a une sœur et sa famille vivait dans un petit village. C'est un village calme avec une population faible. Dès son jeune âge, Karina était décrite comme une femme déterminée à atteindre ses objectifs. Un voisin a déclaré que Karina était une fille intelligente qui savait ce qu'elle voulait. Elle était fascinée par le monde. Elle voulait voyager, tout découvrir et vivre toutes les expériences que le monde pouvait offrir. Le père de Karina l'a décrite comme une fille agréable qui n'aimait pas les ennuis. Elle était considérée comme une rêveuse, dotée d'un flair artistique. Elle voulait vivre chaque moment sans regarder en arrière et regretter ce qu'elle aurait pu vivre de plus. Après avoir terminé ses études et avant de commencer à travailler, Karina souhaitait réaliser certains de ses rêves et voyager aux États-Unis. La question des finances se posait. C'est à ce moment-là qu'elle a envisagé de devenir une fille au père au sein d'une famille américaine. Karine était limitée financièrement et ne pouvait pas se permettre de voyager aux États-Unis, mais elle a eu de la chance. Toutefois, on pourrait dire que c'était à la fois une chance et une malchance, car elle a acheté un billet de loterie et a fini par remporter 1 500 $ qu'elle a utilisé pour le voyage. En mars 1996, Karine est arrivée aux États-Unis prête à travailler. Elle a immigré aux États-Unis de façon illégale. Karine avait promis à sa famille et à ses amis de leur écrire fréquemment et elle tint parole en envoyant des lettres régulières. Au début, les lettres étaient positives, mais au fil du temps, elles commençaient à prendre une tournure négative. Bien qu'elle se montrait optimiste dans les lettres qu'elle envoyait à sa famille, celles qu'elle envoyait à ses amis racontaient une autre histoire. Le couple qui a accueilli Karina était un homme de 43 ans et sa femme, et elle a séjourné là-bas pendant plusieurs semaines. Ses responsabilités comprenaient s'occuper des 2 enfants de la famille ainsi que aider dans les tâches ménagères. Le week-end, elle sortait pour faire la fête avec les autres filles au père avec qui elle est devenue amie. La famille de Karina l'a décrit comme joyeuse, travailleuse, amicale avec leurs enfants. La famille la considère comme un membre de leur famille. Cependant, Karina disait autre chose à ses amis. Dans une de ses lettres, sa sœur a mentionné qu'elle exprimait le désir d'aller ailleurs pour devenir fille au père. Selon une amie, dans une lettre particulière, elle expliquait qu'elle avait toujours beaucoup de ménage à faire et qu'elle se sentait stressée en permanence. Ce n'était pas exactement ce à quoi elle s'attendait. Le moment où Karina semblait le plus heureuse était le week-end, où elle avait la liberté de faire ce qu'elle voulait. Certains la décrivent comme une fille qui voulait simplement s'amuser. Cependant, d'autres disent que
Comme n'importe quelle femme dans la vingtaine, c'était une femme indépendante qui aimait s'amuser, pas si différente de n'importe quelle autre personne de 20 ans. Les lettres de Karina à ses amis prennent une tournure plus sombre. Elle se plaint de son travail et a envisagé de rentrer dans son pays. Elle a écrit que quelque chose de terrible s'était produit et qu'elle révélerait plus de détails une fois rentrée chez elle. Ce terrible événement reste inconnu car Karina ne rentrera pas chez elle. Elle a disparu un vendredi soir. Le vendredi, le plan habituel du groupe d'amis était de se retrouver au club. La zone où se trouvait le club était considérée comme un endroit sécurisé. Selon les amis de Karina, elle a été repérée à plusieurs endroits du club toute la soirée. Le groupe s'est séparé et a dansé avec d'autres personnes. Ils se sont regroupés à la fermeture du club, mais Karina ne les a pas rejoints. Ses amis diront qu'ils ne pouvaient pas la localiser lorsque le club était fermé. Ils ont attendu un moment, mais elle n'est jamais apparue. Ils se sont séparés, supposant qu'elle aussi, elle était rentrée. Avant la fermeture du club, Karine a été retrouvée fortement ivre dans les toilettes. Un employé du club l'a escortée à l'extérieur et lorsqu'elle a tenté de revenir, on lui a refusé l'accès et ses amis n'étaient pas au courant. Un sans-abri qui se trouvait à l'extérieur du club a déclaré aux enquêteurs que lorsque Karine est sortie du club, il a dansé avec elle avant qu'elle ne continue à s'éloigner. Un homme qui avait déjà vu Karina au club plusieurs fois a dit à la police l'avoir vue monter dans un véhicule avec plusieurs hommes. Selon lui, il a vu monter dans un Mitsubishi grise. L'homme a dit qu'il s'est approché d'elle pour lui demander de sortir du véhicule, argumentant qu'elle était venue au club avec lui. Cependant, il a été confronté par les occupants du véhicule qui lui auraient dit s'il ne bouge pas, ils allaient l'écraser. Un autre témoin l'a trouvé des heures plus tard, seul dans la rue à 3 heures du matin, après que son prétendu ami lui ait demandé de sortir du véhicule. Donc, la dernière fois qu'une personne a affirmé l'avoir vu était à 3 heures du matin. Et ça, c'était le samedi matin. Comme c'était le week-end, sa famille d'accueil ne l'attendait pas pour qu'elle vienne travailler. Le jour suivant, c'est-à-dire le dimanche, un sans-abri fouillait les poubelles. Il a touché quelque chose qui était particulièrement lourd. En le touchant, il a senti que son contenu était étrange. Il a retiré le plastique et a découvert à l'intérieur un bras humain. Pris de peur, il s'est mis à courir jusqu'à ce qu'il retrouve la police. Lorsque la police est intervenue, ils ont découvert le corps de Karina dans les déchets. Non pas son corps entier, mais seulement la moitié de son corps sans ses membres inférieurs. Elle présentait des marques apparentes d'étranglement autour du cou. La police a tenté de comprendre pourquoi la personne l'avait coupée en deux, supposant peut-être que la personne ou les personnes avaient tenté de l'agresser. Cependant, la raison n'a jamais été découverte et l'autre moitié du corps de Karina n'a jamais été retrouvée. Comme la personne ou les personnes qui ont commis le meurtre ont pris le temps de laver le corps, aucun échantillon d'ADN n'a pu être prélevé. La famille d'accueil de Karine a été suspectée par la police. De nombreuses filles au père ont déclaré à la police que la famille d'accueil de Karine était bizarre. Les filles ont dit à la police que le monsieur faisait des avances à Karina. Des rumeurs ont aussi circulé qu'elle était enceinte du monsieur. Cependant, les résultats de l'autopsie n'ont jamais été révélés, donc il est impossible de confirmer cette information. Les gens spéculaient que c'est à cela qu'elle faisait allusion dans la dernière lettre qu'elle a envoyée à ses amis lorsqu'elle disait qu'il y avait quelque chose de terrible qui est arrivé. Lorsque les enquêteurs ont parlé avec la famille d'accueil, ils les ont trouvés difficiles et peu coopératifs, exigeant que toutes les questions policières soient dirigées vers leur avocat. Bien que certains ont suggéré que leur besoin d'un avocat les rendait coupables, ce n'était pas le cas, car il est courant de ne pas répondre aux questions sans assistance d'un avocat dans les cas comme celui-ci. Plus tard, la police a émis l'hypothèse que la famille d'accueil exigeait un avocat car ils avaient embauché Karina qui était en situation irrégulière aux États-Unis. Un détail intriguant a renforcé les soupçons envers la famille d'accueil. Un grenier, je dis grenier parce que je ne sais pas comment le présenter, mais c'est un conteneur dans lequel la famille d'accueil laisse leurs effets indésirables. Cet endroit a été incendié
et on ne sait pas comment ni pourquoi. Certains ont suggéré que Karine aurait été assassinée dans le conteneur. C'est pour cela qu'ils ont mis le feu à ce conteneur. La police a enquêté sur les objets restants dans le conteneur, mais les résultats étaient non concluants. Et jusqu'à ce jour, la police ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Karina et personne n'a été inculpé. Elle a disparu en 1996.